aujourd'hui, nous dédions ce grand temps de la journée internationale sans viande, une journée à l'initiative de l'association L214 pour sensibiliser à la cause animale. En France, L214 a déjà réussi à fermer 2 abattoirs responsables de maltraitance animale, des pratiques de mise à mort choquantes, vous allez le voir, amplement dénoncées par cette association. Un récit tout de suite d'Andrea Benisti et de Cassandre Bergel. Des cochons battus, des oies gavées, ce ne sont que quelques exemples de maltraitance animale. Une violence contre laquelle l'association L214 lutte depuis maintenant 10 ans. Cette organisation légale porte le nom du premier article du Code rural qui reconnaît que les animaux sont doués d'une sensibilité. On n'est pas positionné contre les éleveurs, on n'est pas contre les gens, on est contre des pratiques qui peuvent être changées. Il n'y a rien qui nous empêche aujourd'hui de modifier ces pratiques. Il n'y a pas de nécessité à manger des produits d'origine animale et on pourrait très bien construire une société qui ne soit pas basée sur les productions de viande, sur la maltraitance et l'abattage des animaux, quoi. Si l'association milite pour améliorer les conditions d'élevage et le respect des réglementations, elle souhaite à terme l'arrêt de la consommation de viande. En 5 ans, L214 a déjà provoqué la fermeture de 2 abattoirs responsables de maltraitance animale. L'association a rendu public des vidéos prises par des salariés des abattoirs, choqués par les conditions insoutenables de mise à mort des animaux. Ces images, on ne peut pas les faire avec l'accord des personnes qui ont tout intérêt à ce que le système continue. Il n'y a personne qui a envie qui est à la tête d'un abattoir et qui a envie que tout le monde sache de quelle façon sont tués les animaux, qu'il y ait dysfonctionnement ou pas dysfonctionnement. La mort des animaux, c'est quelque chose de tabou. C'est quelque chose qu'on n'a pas envie de montrer parce que c'est quelque chose qui n'est pas regardable. Si en 2008, l'association réunissait une poignée d'adhérents, elle en compte aujourd'hui 10 000. Leur fer de lance, la diffusion d'images chocs sur les réseaux sociaux, un outil qui a permis à leur dernière vidéo réalisée dans un abattoir du Vigan d'atteindre plus d'1 million de vues. Des images choquantes. Et si certains justement luttent contre la maltraitance des animaux, d'autres s'initient à l'art du dépeçage et du désossage. 11 des meilleurs jeunes apprentis bouchers d'Île-de-France ont concouru pour obtenir une place en finale nationale dans un secteur qui, en dépit des efforts des défenseurs de la cause animale, ne connaît pas le chômage. Il s'agit, Julie Ebaud, de la boucherie. Oui Valérie, et tant pis pour les végétariens, car si aujourd'hui c'est la journée sans viande, eh bien ce n'est pas demain matin que les boucheries vont fermer leurs portes. Une nouvelle génération d'apprentis bouchers s'initie à la découpe de la viande et c'est tout un art. Et à l'occasion de la finale francilienne des meilleurs apprentis bouchers, les candidats munis de leurs couteaux ont dansé durant 4 heures autour des os, dégraissé et séparé les morceaux d'une énorme cuisse de bœuf. Durant l'épreuve, tout est évalué, du retrait de l'excédent de graisse au ficelage en gigot ou en paupiette, en passant par les retraits des nerfs jusqu'à la présentation. Un concours exigeant, pris très au sérieux par les candidats. L'objectif, promouvoir le métier de boucher et motiver les apprentis. Écoutez. Les 11 qui sont là sont des jeunes qui sont déjà sélectionnés et sont très bien et sont très bons. Et leurs formateurs et les centres de formation les ont mis en bonne condition. Et ce qu'on cherche, c'est justement avoir un des meilleurs apprentis de France, c'est-à-dire trier le meilleur parmi ces jeunes. Alors Julie Ebaud, artisan boucher, c'est une passion qui se transmet en général de père en fils. On pourrait croire que les jeunes aspirent à d'autres métiers. Eh bien non, artisan boucher, c'est un métier qui a le vent en poupe et qui est un métier d'avenir. Oui Valérie, non seulement il n'y a pas de chômage en boucherie, mais en plus les jeunes Français sont reconnus dans le monde entier pour leur savoir-faire et la qualité de leur formation. Ils sont très demandés et sont nombreux à travailler à l'étranger, notamment au Canada, au Japon ou encore aux États-Unis. Écoutez. On trouve du travail parce que notre métier reste toujours qu'un métier manuel, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à le mécaniser. On n'arrive pas à le mécaniser. Il y a toujours une connaissance à avoir. Une bête ne va jamais ressembler à une autre. Et ensuite, notre travail va être également différent, suivant les régions, suivant la saison, suivant le produit, suivant ce qu'on va avoir dans notre frigo. Une journée ne ressemble jamais à une autre journée. C'est très, 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 très diversifié.
Et malgré l'augmentation du nombre de végétariens dans le monde et des produits à base de protéines végétales, eh bien, la consommation de viande continue d'augmenter. Cette consommation a progressé de quasiment 2,5% par an au cours de ces 10 dernières années. Il se consomme presque 10 000 kg de viande chaque seconde dans le monde et la consommation de viande, eh bien, serait de 43 kg par habitant. Face à une telle progression des chiffres, eh bien oui, le métier de boucher reste un métier d'avenir. Merci Julie. Et si certains justement décident de ne pas manger de viande par choix, au Zimbabwe, les foyers les plus modestes sont contraints d'y renoncer. La raison ? Le prix, une taxe de 15% imposée par le gouvernement dans le but de renflouer les caisses de l'État a été mise en place. Une mesure qui n'est pas sans conséquence sur les habitudes alimentaires des habitants. Le reportage de Sarah Jani. Le gouvernement du Zimbabwe voulait renflouer ses caisses. Une lourde taxe de 15% sur les produits alimentaires de base a été créée pour permettre aux autorités de relancer l'activité économique. La taxe risque en fait de rendre inaccessible la viande. Alors qu'elle fait partie intégrante des plats typiques du pays, les plus pauvres devront s'en passer. Ce sera difficile pour nous de pouvoir manger souvent de la viande en raison de la situation économique actuelle. Nous sommes confrontés à des problèmes d'argent. Les sources de protéines alternatives à la viande, comme par exemple le poisson, pourraient également être touchées par la taxe, contraignant les Zimbabwéens à se priver des nutriments alimentaires de base d'une alimentation équilibrée. Et dans un pays où l'on peine déjà à joindre les deux bouts, on redoute des carences nutritionnelles. Il y a une grande valeur nutritionnelle dans la viande, donc ça veut dire que c'est bon pour la santé. Les consommateurs seront touchés négativement car ils ne pourront pas se permettre de manger de la viande. Qualifié de mesure anti-peuple par les détracteurs du président Robert Mugabe, ce nouvel impôt impacterait surtout les familles les plus pauvres. Le chef d'État, lui, n'a pas hésité, comme chaque année, à fêter son anniversaire en grande pompe, avec des buffets gargantuesques, composés notamment de viande de buffle, de lion et d'éléphant. Et puis le secteur de la viande et de la volaille aussi touché de plein fouet au Brésil par un scandale. Un vaste réseau de commercialisation de viande avariée a été démantelé. C'était vendredi dernier. Sont impliqués les inspecteurs des services sanitaires et des groupes agroalimentaires. Il s'agit d'un démantèlement, Andrea Benissi, de grande ampleur. Et oui Valérie, ce scandale fait mal car il touche un secteur clé au Brésil. N'oublions pas que le premier exportateur de viande bovine et de volaille, c'est le Brésil à l'international. Alors lorsqu'on découvre que les viandes vendues aux consommateurs ont été pendant longtemps avariées et que les grands groupes agroalimentaires ont eu recours à des substances cancérigènes pour masquer l'aspect et le goût de ces produits avariés et dont une partie devait être exportée à l'étranger, eh bien les Brésiliens qui sont des grands consommateurs ne sont pas sereins. Regardez. Ce scandale nous laisse réellement inquiets. Et comme la nourriture est souvent à base de viande, maintenant ça nous fait peur. À qui peut-on faire confiance ? Oui, une interrogation légitime suite à cette opération de démantèlement que les policiers ont surnommée Carné Fracas, en référence à l'expression populaire qui évoque la faiblesse face à la tentation de la chair. Donc c'est un surnom qui est destiné à montrer la fragilité morale des agents publics brésiliens censés veiller à la qualité des aliments, un trafic de viande avariée qui était masqué pendant longtemps par des grandes publicités, coûteuses avec en tête d'affiche des stars de telenovelas et qui donc en coulisses les personnes qui étaient des gens du ministère de l'agriculture étaient soudoyés pour délivrer des permis sanitaires qui n'étaient pas réellement effectués. Donc en fait beaucoup de corruption et cette nouvelle affaire Andrea a éclaboussé tous les professionnels de l'agroalimentaire, les grosses firmes, les petites entreprises. C'est quoi qui a déclenché ce scandale ? Eh bien, cette opération est l'une des plus spectaculaires au Brésil et c'est l'une des multiples conséquences de l'affaire Petrobras, qui est une affaire de système de corruption qui a touché de nombreux pays d'Amérique du Sud. Un scandale gigantesque dont font partie les grands mastodontes de l'agroalimentaire comme BRF et JBS, qui nient par exemple avoir boosté leurs saucisses avec du carton écrasé. Outre les grandes firmes, des faits aussi gravissimes ont été révélés par plusieurs petites entreprises frigorifiques qui se sont servis de produits cancérigènes pour masquer l'odeur et l'aspect des produits avariés. Plusieurs bactéries ont été retrouvées dans la marchandise, dont la salmonelle, des faits graves qui mettent en péril la prospérité des exportations. Grande ressource au Brésil, regardez.
Arrêter de manger de la viande, je ne pense pas que le Brésilien va le faire, mais je crois que ce scandale n'est pas une chose nouvelle. Je pense que les autorités doivent y regarder de plus près et faire ce qui est bon pour la population, parce que cela ne peut pas aboutir à porter atteinte au pays, au futur de nos exportations. Merci Andrea, merci Julie. Je vous propose maintenant de partir avec moi en Allemagne où là-bas rien ne laissait prévoir que Berlin allait devenir le porte-étendard de la culture végétarienne mondiale. Le tofu et les steaks de soja auraient-ils remplacé la saucisse de Francfort? Pourtant, en 2015, le magazine américain Saveur a proclamé cette ville capitale mondiale des végétariens. À Berlin, les restaurants qui proposent des menus sans viande se multiplient et vous allez voir, certains d'entre eux ne manquent pas d'originalité. Je propose tout de suite un voyage au pays des légumes et du tofu où tout se décline 100% sans produit animal. Julie Ebou. Derrière le comptoir, boulettes hachées, saucisses et tranches de rôti, mais sans viande. Dans ce quartier branché de Berlin, 2 jeunes entrepreneurs ont ouvert un bistrot pas comme les autres. Un bistrot vegan. Connu pour ses sandwichs et burgers végétaliens, ce restaurant aux allures de boucherie ne désemplit pas. Ici, la tendance dans l'assiette est au véganisme. Un concept que défendent les propriétaires de ce bistrot nommé l'herbivore. On est végétarien à 100% et on essaie de se nourrir de produits véganes. Mais c'est difficile, moi des fois je mange un peu de fromage. Mais on est des végétariens convaincus. Manger vegan, c'est le mieux, écologiquement et politiquement. On voulait donc faire un bistrot 100% vegan et on ne manque de rien. Devenue une véritable philosophie de vie, nombreux sont les Berlinois qui réduisent leur consommation de viande ou de poisson. D'autres encore préfèrent supprimer totalement les produits d'origine animale et utilisent des alternatives comme le seitan ou encore le tofu. Une alimentation plus responsable ou en tout cas mise en question. D'où vient la nourriture? Quel est vraiment ce produit? Qu'est-ce que je mange? Toutes ces questions sont à l'origine de beaucoup de tendances, mais des tendances durables, comme celle des produits de saison, des produits locaux, les régimes végétaliens et végétariens. C'est une tendance stable qui existe déjà depuis plusieurs années. Et je ne pense pas que c'est une tendance comme le thé aux bulles de tapioca, par exemple. Des produits végétaliens qui ressemblent à de la viande? Plus qu'un engouement ou un succès commercial, il semblerait qu'à Berlin, on assiste à la concrétisation d'une utopie politico-culinaire. La tendance s'est amorcée depuis plusieurs années déjà. Plus soucieux, les gens s'interrogent et cherchent une alimentation équitable et consciente.